découvre ce vocable. Quand peut-on parler de transparence dans un marché? La question est adressée à Monsieur le directeur général de Edith Capital Asset Management, Monsieur Cédric Dallet. Bonjour Valérie, bonjour à tous les panélistes. Avant de poursuivre mon propos, je vais déjà remercier la commission de surveillance du marché financier de continuer cette œuvre d'éducation financière à travers les différents focus qui sont organisés sur les plateformes digitales et aussi de remercier One Africa pour m'avoir associé à ces échanges. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet en parlant de transparence. La transparence, c'est un terme générique qui vise à définir, à rendre public surtout quand on parle de transparence financière, il s'agit de rendre public des informations claires, actuelles et fiables sur l'état des finances, l'état des, des, des informations financières qui pourraient être utilisées pour les décideurs ou des investisseurs dans différents domaines. Alors, en parlant de clarté ici, il s'agit principalement de donner toute l'information, qu'elle soit fluide, qu'il n'y ait pas de sous-entendu ou de malentendu, de telle sorte que l'investisseur qui a l'information puisse de façon avisée prendre ses décisions en connaissance de l'état réel de l'information. Donc, c'est ça, on parle d'information claire, qui n'est pas ambiguë, qui ne laisse pas avoir des sous-entendus. C'est-à-dire que même s'il y a des sous-entendus, c'est de définir effectivement à quel niveau ces sous-entendus se trouvent. Généralement, ici, on peut prendre un exemple pour ceux qui souscrivent, par exemple, à des fonds aux clients, de présenter dans la présentation du produit, par exemple, de lui expliquer que cet investissement, certes, il permet d'avoir des rendements, mais il comporte également des risques. Et c'est de citer ces risques-là à l'investisseur pour que quand il investit dans le fonds, il est au courant de comment est-ce que le produit fonctionne. Et généralement, ces informations sont contenues dans les notes d'information qui sont généralement transmises aux clients avant la souscription. Et ces notes d'information sont, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression. Vous Si nous vous m'entendez? entendons bien, bien que ce soit souvent entrecoupé, mais Ok, nous vous entendons. ok. Et ces informations sont effectivement, ces notes sont signées par les clients. Maintenant, l'autre aspect de la transparence, c'est la fiabilité de l'information. Alors, quand on parle de fiabilité de l'information, généralement, ça renvoie au fait une tierce partie, qui n'est pas celle qui émet l'information, ait validé l'information. Généralement, ici, parmi les tiers, on peut parler des commissaires aux comptes, des autorités de contrôle, des dépositaires et aussi vraiment des auditeurs indépendants. Mais quand on parle de fiabilité de l'information, je pense que au niveau des commissaires aux comptes, ça fait partie des assertions qui permettent de déterminer si, par exemple, des états financiers sont réguliers et sincères. C'est par rapport à un référentiel qui a été mis en place. Si une information, par exemple, sur une levée de fonds, la note d'information, est-ce qu'elle a été validée par une autorité de contrôle? En l'occurrence, lors des emprunts obligataires, ça peut être le cas de le visa accordé à l'émission par la COSUMAF. Ça gage une information fiable. Et dans d'autres domaines aussi, sur les notes d'information, il s'agit de valider, par exemple, tout ce qui est données macroéconomiques, état financier et des émetteurs qui font
en sorte que le régulateur puisse derrière donner un visa. Généralement, c'est des informations qui doivent être validées certifiées par des commissaires aux comptes agréés déjà par le régulateur et aussi avoir une certaine notoriété dans le cadre des contrôles sur le plan international. Donc, une fois qu'on a donc ces données claires et fiables, il faudrait aussi que ces données soient actuelles parce que la transparence aussi est, est vérifiée du fait de l'actualité des données. Parce qu'un investisseur, certes, il a besoin d'un historique de données, mais aussi d'avoir des données actuelles pour pouvoir comparer un peu en termes de rentabilité, de rendement, pour permettre. Allô? Euh, bon, je crois que le DG a peut-être des problèmes de connexion. Donc, nous avons retenu qu'il a parlé d'une information claire, fiable, disponible et il était en train de parler de l'information donc actuelle. Donc, le temps qu'il se reconnecte, on va sur ces quatre concepts. Ce qu'on a principalement compris, donc, c'est que c'est principalement de l'information financière. Et la question, c'est est-ce que le public ou le citoyen lambda qui n'est pas une personne suffisamment, on va dire, aguerrie en termes d'analyse financière, en termes d'appréciation des états financiers ou de la rentabilité, euh, fait également partie des personnes qui pourraient être intéressées par le marché financier. Et dans ce cadre, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour toutes ces personnes qui vont recevoir l'information financière, mais qui ne pourront pas avoir, on va dire, suffisamment d'aptitude pour pouvoir les analyser de façon claire. La question est adressée à Monsieur le directeur général de Financial Capital, Monsieur Serge Yannick Nana. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à Monsieur Leunda, Monsieur le secrétaire général, bonjour, Monsieur Ndale. Voilà. Bonjour, salut. Désolé pour un petit retard de connexion, mais alors la question est intéressante parce que la personne qui vient, quelqu'un qui vient sur un marché financier, c'est parce qu'il ne sait même pas, enfin, il n'est pas là à l'école avec l'investisseur, c'est pas son ami, c'est pas quelqu'un de sa famille, donc il n'a pas d'informations sur la personne. Donc, ils sont liés par un contrat de confiance. D'abord, à la base, c'est une question de confiance. Et ils sont aussi liés par c'est matérialisé par la validité ou bien la certification juridique des données qui sont publiées. Et il y a toute une batterie, comme l'a dit mon prédécesseur, d'éléments qui sont mis, donc le droit WADA couvre tout ça, dans la certification comme ça au compte. Alors, une fois qu'il a reçu ces informations-là, alors, ce qui est intéressant, c'est que on vit dans une ère euh, qui est très favorable aux investisseurs parce que la chose la moins chère et la plus disponible aujourd'hui, c'est l'information. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui reçoit de l'information sur une entité X peut sur son téléphone déjà faire au moins 50% de recherche sans partir de son salon. Il peut savoir. Est-ce que le directeur général de cette société a déjà été condamné ou pas? Parce que la plupart des informations sont disponibles. Est-ce que c'est une société qui existe et qui n'est pas fictive? Donc, à partir du téléphone, il peut déjà, même sans être dans la finance, déjà avoir un certain nombre d'informations, un peu de curiosité. Maintenant, sur des éléments techniques, c'est-à-dire sur des éléments parce qu'il a investi pour gagner de l'argent, c'est pas pour perdre de l'argent. C'est pour dire, est-ce que ce secteur-là est un secteur intéressant dans lequel je peux mettre de l'argent? Eh ben, encore une fois, il a une multitude de professionnels
qui sont disponibles pour répondre à sa question. Et ça, c'est important que le public le sache aujourd'hui. C'est pas le cas il y a 15 ans ou il y a 10 ans. Vous avez aujourd'hui, je crois, peut-être 22, monsieur est là, mais il pourra vous dire plus, c'est 22 ou 23 sociétés de bourse. Donc, lui, ils sont tous là, tous chevronnés. Et chacun d'eux, dans leurs équipes, ils ont des analystes. Vous multipliez 22 par 6, ça fait. Et vous avez maintenant dans le secteur bancaire, les assurances. Donc, vous avez une communauté. Comme on dit, vous savez que le monde est petit. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, je pense qu'on dit qu'il y a un adage qui dit qu'il y a 3 ou 4 personnes qui vous disent à cette personne. Eh bien, dans la finance, c'est moins de 4, c'est peut-être une. Donc, si vous voulez savoir si le cours de Socapal est intéressant ou pas, je suis sûr que vous vous tournez dans votre téléphone, vous avez la réponse. Sûr. Parce que vous connaissez au moins quelqu'un qui travaille dans une société de gestion. Vous allez connaître quelqu'un dans votre entourage qui soit capable de vous apporter ça. Donc, si vous voulez faire de la recherche, c'est totalement disponible. Ce qui est important de noter aussi en termes de la transparence, c'est deux côtés. Donc, c'est la transparence de l'émetteur, c'est la transparence aussi au niveau de la bourse. La bourse elle-même, il doit faire un effort important en termes de publication et même de l'écosystème. Euh, il y a un secteur qui ne paye pas dans notre environnement, c'est la recherche. C'est-à-dire que tous les acteurs doivent faire aussi de la recherche. Ça ne paye pas d'argent, mais c'est important de le faire. Bon, nous, on le fait. Beaucoup ne le font pas, mais certains le font. Et la recherche, c'est quoi? C'est de donner de la matière aux gens gratuitement pour qu'ils puissent venir. Donc, c'est un peu comme quand vous achetez parfois certains produits, on vous donne l'Internet gratuit parce que on vous fait de la publicité, parce que derrière, vous consommez de la publicité. Il y a énormément de commodities. Donc, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que dans l'environnement doit tout faire pour apporter de la matière aux gens sans gagner de l'argent sur cette matière. Et ils gagneront de l'argent sur ce que les gens vont faire avec la matière. Je ne veux pas être trop long, madame, mais je vais m'arrêter là pour l'instant, si jamais les autres aussi. Je sais que mes collègues ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, DG. Donc, on comprend que l'information est disponible. Nous sommes à une ère où n'importe qui pourrait donc avoir l'information nécessaire. Et puis, il y a tous les acteurs qui sont sur le marché, nombreux, pour pouvoir orienter ou bien, on va dire, éclairer davantage les investisseurs. Mais est-ce à dire aujourd'hui que le risque sur le marché financier est de zéro et que les investisseurs n'ont rien à craindre? Peut-être parce qu'il y a un visa de la COSUMA, parce qu'il y a la certification des commissaires aux comptes. La question est adressée au directeur général de Société Générale Bourse, M. Jean-Jacques Mokoko. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers panélistes, chers confrères. Merci à la COSIMAF et à One Africa. Et bonjour à nos internautes qui nous écoutent. Alors, euh, comme on l'a dit, hein, il n'y a pas de risque zéro. Ça, c'est déjà une chose. Le visa, en fait, de la COSIMAF n'est pas là pour indiquer aux gens que le risque est zéro. Mais au contraire, c'est pour indiquer que la COSUMAF a validé la structuration de la transaction et que la transaction est conforme aussi à l'encadrement réglementaire qui est mis en place. Alors, l'information, justement, est importante parce que c'est l'information qui permet à chacun de dire la vérité au mieux sur le niveau de risque qui est encouru par une transaction. Euh, Si vous voyez, notamment, c'est les asset managers qui le font souvent, ils vous présentent des fonds avec des niveaux de risque faibles, modérés ou élevés. Et ça, c'est l'information qu'ils donnent en disant clairement que si vous investissez dans mon fonds, voilà ce que je fais avec votre argent. Alors, le contraire de l'accès à l'information, c'est l'asymétrie d'information. Et l'asymétrie d'information est un très gros problème parce que quand il y a asymétrie d'information, personne ne se comprend. Et peut-être même que quand il y a asymétrie d'information, vous en avez qui arrivent à jongler, si on peut dire ça comme ça. Et c'est un peu ce que je pense, hein, les régulateurs veulent essayer d'éviter. C'est qu'il y ait suffisamment de transparence pour que
comme M. Nana l'a dit, hein, côté investisseur et côté émetteur, chacun fasse son travail. Alors, les investisseurs, notamment, par rapport à votre question, l'accès à l'information leur permet de savoir ce que vous allez faire avec leur argent. Parce qu'il y a des investisseurs qui sont extrêmement sensibles à ça, notamment les institutionnels qui sont encadrés par des lois internationales ou bien qui ont des engagements pour ne pas financer tout ce qui est terrorisme, blanchiment d'argent ou bien ce qui détruit la nature, ou bien même qui ne peuvent pas financer certains secteurs d'activité. C'est important de dire clairement ce que vous allez faire avec l'argent. Mais une fois que vous avez l'argent et que vous utilisez cet argent, il faut faire un reporting. Donc, l'investisseur va regarder la manière dont vous exécutez la transaction pour laquelle vous avez pris son argent. Et ça, c'est important. C'est une question de suivi. Et ça met à la fois la pression à l'émetteur, mais aussi ça permet à l'investisseur d'être sûr que la rentabilité qui a été affichée va être atteinte. C'est ce qui a notamment C'est ce qui motive notamment le débat sur les PPP, parce que sur les PPP, par exemple, des partenariats publics-privés, la logique qui est retenue, c'est que l'investisseur privé est plus strict et rigoureux dans la rentabilité qu'il attend de son argent par rapport à l'État. Donc ça, c'est un des postulats hein, qui est mis par rapport au PPP, mais et c'est toujours lié à l'information. Donc, il y a pas de risque zéro. Au contraire, il est important que les émetteurs, même les conseils que nous sommes, soient francs sur le niveau de risque de chaque transaction. Et vous avez des investisseurs aussi qui ont l'appétit au risque. Hein. Il y en a qui vont vous dire qu'ils n'investissent pas dans tout ce qui est risque faible ou modéré, et ils aiment le risque. Donc voilà, c'est un peu le rôle que nous tous on joue aujourd'hui et au jour le jour. Donc ce rôle de conseil là qui permet à chacun avec l'information que nous avons, de prendre des décisions qui sont liées à ces différents besoins. Merci. OK, merci beaucoup, DG. Donc, on retient qu'il n'y a pas de risque zéro et que les produits sont proposés en fonction de l'appétence au risque et en fonction, on va dire, du profil de chaque investisseur. Et maintenant qu'on parle de confiance, il serait quand même intéressant de savoir si il y a déjà eu des incidents sur le marché. Lorsqu'on parle d'incidents, incidents pour les investisseurs, bien sûr, c'est-à-dire des investisseurs qui sont mécontents ou, voilà, ou des sociétés qui étaient sur le marché et qui ont dû sortir par la petite porte ou qui ont fait faillite, etc. Est-ce qu'il y a déjà eu des incidents sur le marché? À quoi est-ce qu'ils étaient dus et qu'est-ce qui a été mis en œuvre par la COSUMAF pour assurer que de tels investissements, de tels incidents ne deviennent pas récurrents, ne deviennent récurrents? Donc, la question est adressée à Monsieur le directeur Axel Leunda, directeur du contrôle et des enquêtes à la COSUMAF. Euh, Bonjour à tous, merci Valérie. Je vois que vous avez réuni une brochette assez particulière des responsables du marché financier, des personnes qui sont là depuis très longtemps et que je suis content de voir, même si ce n'est pas visio. Bonjour, chers amis. Donc, pour répondre à la question que vous venez de poser, vous savez, le marché financier, c'est comme tout marché, hein. C'est un marché qui comporte des risques. La réalité, c'est que nous vivons dans un monde où il y a les risques. Même quand on vient au travail le matin, on n'est pas à l'abri des risques lorsque nous faisons le trajet. Le risque, nous vivons tout le temps avec les risques. Le plus important, c'est de les contenir et de mettre en place des outils capables de pouvoir minimiser ces risques. Concernant les incidents sur le marché, pour revenir à cette question, évidemment, le marché, en se développant, a connu un certain nombre de mutations. Il y a eu certains incidents sur le marché qui ont conduit même au retrait d'agrément de certaines sociétés de bourse qui ont été sur le marché avant. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un régulateur qui veille justement à la protection de l'épargne investie en produits financiers, qui veille à la qualité de l'information qui est diffusée dans le public et qui s'assure du bon fonctionnement du marché. Et tout récemment, les chefs d'État ont donné une quatrième mission à la COJUMAF, celle justement de la promotion et de la vulgarisation de la culture boursière. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici pour permettre à nos concitoyens de pouvoir démocratiquement accéder
à cette matière que les gens ont toujours qualifiée de la matière d'élite, que nous faisons les choses entre nous. Et c'est pour cela que j'ai commencé à saluer toutes les personnes qui sont ici présentes, parce que ce sont des personnes qui ont cru au marché lorsque ce marché a été mis en place. Et donc, c'est pour cela que j'invite tout le monde à écouter ce webinaire qui est très intéressant sur ce thème de transparence, gouvernance et de communication financière. Et pour minimiser en fait ces risques, qui se sont déjà passés. Nous avons déjà procédé, comme je disais tout à l'heure, au retrait de 3 agréments de sociétés de bourse pour des faits tout à fait différents. Ce pas les mêmes qualificatifs. Il y a eu des faits beaucoup plus graves, il y a des faits un peu mineurs, mais et puis il y a les non-utilisations justement de l'agrément. Le régulateur, en fait, comme je disais tout à l'heure, l'objectif de la réglementation, c'est de protéger les épargnants. C'est-à-dire que ce marché a été mis en place pour compléter le dispositif en fait de la finance dans la CEMAC. Et surtout, ça faisait suite aux scandales bancaires qui se sont passés à la fin des années 90. Il fallait sécuriser le système. Vous savez, il y a eu beaucoup des vendeurs d'illusions qui sont venus spolier l'épargne de nos concitoyens. Et mettre en place une réglementation forte va permettre en fait de minimiser ce genre de comportement que nous avons beaucoup vécu et que nous continuons à vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas en instaurant la COJUMAF que tous ces scandales vont disparaître du jour au lendemain. Mais la présence de la COJUMAF fait en sorte, et la réglementation fait en sorte que nous pouvons minimiser ce genre de comportement sur le marché. Et c'est pour cela que je vous ai rappelé donc les 4 missions principales de la COJUMAF. Et je vous ai rappelé donc le rôle majeur de la COJUMAF dans l'édification juridique en créant ce cadre juridique qui permet non seulement à l'entrée de permettre à tous les agents qui veulent entrer sur le marché d'avoir un agrément, une autorisation de travailler. Ça, c'est la première chose. Pour être société de bourse, on se constitue en société normale, comme on suit le processus normal par rapport au droit au WADA, et ensuite on sollicite un agrément auprès de la COJUMAF. Pourquoi la COJUMA fait à vérifier les personnes qui rentrent? La qualité d'être membre sur le marché est une qualité importante. Nous ne devons pas laisser n'importe qui rentrer. Nous veillons donc à la régularité et à la bonne marche d'une société. C'est-à-dire que quand vous venez, on a parlé tout à l'heure de gouvernance. Un des piliers pour obtenir l'agrément de la COJUMA, c'est d'avoir une gouvernance fiable. Il faut avoir les moyens financiers capables de pouvoir répondre aux exigences du marché et la qualité du capital humain. Il faudrait, tous les DG qui sont ici présents en ce webinaire ont tous reçu un agrément de la COJUMAF. Et ces piliers, leur capacité de gestion, leur capacité de gouvernance, leur capacité de pouvoir être clair et transparent dans la diffusion de l'information, leur capacité de pouvoir respecter les principes de la réglementation ont fait en sorte qu'ils ont reçu un agrément de la COJUMAF. Aujourd'hui, comme disait le DG Nana, aujourd'hui sur Internet, vous pouvez, lorsque vous êtes sollicité, il vous suffit de demander si cette société a un agrément, qui est le directeur général, est-ce qu'il a un agrément. Ça permet déjà de sécuriser toute personne qui viendrait vers vous, vous proposer des offres financières ou d'investissement. Ça, c'est un premier point que fait la COJUMAF. Lorsque ces sociétés apportent des opérations d'offres au public, ces opérations également passent par le contrôle de la COJUMAF. La COJUMAF veille à ce que ces opérations puissent répondre à un certain nombre d'exigences pour pouvoir aller sur le marché. La COJUMAF veille afin que l'information qui est diffusée puisse permettre à tout citoyen, à tout investisseur d'avoir l'exhaustivité de l'information afin de venir investir. C'est-à-dire que nous voulons que toute personne qui veut investir puisse trouver l'information idoine, la qualité de l'information nécessaire afin de pouvoir décider d'investir ou pas dans une offre financière. Voilà. Je m'arrête d'abord là pour permettre aux autres de pouvoir intervenir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, on a compris qu'il y a un dispositif qui est mis en place au niveau de la COJUMAF et vous avez reprécisé les 4 missions de la COJUMAF, dont la dernière, c'est de contribuer, c'est de vulgariser la culture boursière dans la zone CEMAC.
Et globalement, vous avez également évoqué, on va dire un peu d'avance, notre deuxième point sur la gouvernance, quand vous avez parlé de la gouvernance au sein des sociétés de bourse et des autres acteurs du marché. Alors, ce serait bien peut-être qu'on se penche un peu sur ce vocable, le vocable gouvernance, parce qu'il concerne à la fois les acteurs du marché, mais également donc les sociétés qui sont inscrites, autant les intermédiaires que les sociétés même qui sont inscrites à la bourse. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on entend par gouvernance, ou plutôt par bonne gouvernance, parce qu'en général les deux termes vont ensemble. Qu'est-ce qu'une entreprise qui a une bonne gouvernance et en quoi est-ce que la bonne gouvernance contribue à renforcer la confiance des investisseurs? Ça, c'est le premier point de la question. Et le deuxième point de la question, c'est de savoir aujourd'hui où on voit que la bourse n'arrive pas, ou bien il n'y a pas assez d'entreprises cotées à la bourse, est-ce que la mise en place d'une bonne gouvernance est une tâche aisée? Ou alors, quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises pour éventuellement mettre en place une bonne gouvernance et pouvoir remplir aux critères nécessaires pour accéder à la bourse? La question est adressée au directeur général, Monsieur Nana, directeur général de Financial Capital. Alors, effectivement, la gouvernance, qu'est-ce que la gouvernance d'abord? Donc, la gouvernance, c'est un ensemble de dispositions qui sont prises au niveau d'une entité. Donc, pour gouverner cette entité, pour ne pas me répéter. Donc, ça veut dire que vous avez des dispositions au niveau du conseil d'administration et des dispositions au niveau de la direction générale et, et des règles internes de fonctionnement, etc., de contrôle, de commissariat aux comptes et d'assemblée générale, de conseil d'administration. Donc, toute la vie sociale de cette entreprise est appelée de manière générale la gouvernance. Alors, pour arriver à la bourse, à partir du moment où vous avez la rencontre entre des investisseurs et des personnes qui ont besoin d'argent, vous avez des investisseurs qui sont, aussi bien que ce soit en Afrique centrale ou hors Afrique centrale, qui ne connaissent pas forcément les émetteurs qui arrivent à la bourse. Donc, les investisseurs se demandent, est-ce que ces sociétés-là sont bien gérées, sont bien contrôlées, font des bons reportings, ont une vie sociale qui soit aux normes de ce qui est internationalement connu. C'est ça la gouvernance. Et il est clair que plus on a des instruments de gouvernance au sein de sa société, on est normé, plus on plaît aux investisseurs. Donc c'est corrélé. Et c'est corrélé plutôt vers un. Donc c'est vrai que si on n'a pas d'instruments de gouvernance dans une société, si on ne contrôle pas bien ses comptes, eh bien, les investisseurs ne seront pas intéressés. Donc c'est corrélé. Alors ce qu'il y a dans notre marché, pour revenir maintenant dans notre marché, c'est qu'on dit que il y a les petites et moyennes entreprises, il y a on commence par les entreprises familiales, ensuite on va prendre les PME, ensuite on va prendre les multinationales, tu vois? Donc, Mm. pour arriver à la bourse, les entreprises qui veulent venir à la bourse, quand on est une entreprise familiale, il y a un chemin à parcourir pour plaire à la bourse. Il y a aussi un chemin à parcourir pour remplir les critères d'admission à la bourse. Parce que la bourse a des critères d'admission. Parce que la bourse veut s'assurer que les entreprises qui viennent et qui sont proposées aux investisseurs ont tous les instruments de gouvernance dont vous avez parlé. Donc, les petites et moyennes entreprises, les entreprises familiales ont un travail à faire de mise à niveau pour pouvoir avoir tous ces instruments et se familiariser. Vous savez qu'il n'est pas facile quand vous avez fondé votre entreprise, vous aviez 30 ans, c'est dans une famille, et au bout de 15 ans, vous avez gagné de l'argent, on vient vous dire que non, il va falloir engager un directeur général, il faut mettre il faut mettre des comités, comme bon. Quelqu'un qui travaille, qui gagne, c'est pas facile. Donc, vous avez maintenant en face des entreprises qui font ça de par la nature même de leur activité. Vous avez des entreprises réglementées,
par exemple les banques, qui sont dans un environnement déjà contrôlé par la commission bancaire, dans la Banque centrale, qui les oblige à avoir tous les instruments de gouvernance. Donc, celles-là peuvent très facilement basculer à la bourse sur aucun problème. Les assureurs, pareil, ils sont un peu les industries réglementées. Puis, vous avez les multinationales. Les multinationales qui, parce qu'elles ont des reporting à faire, vous savez, les reportings internationaux, les normes IFRS, etc., elles sont donc obligées d'avoir aussi tout l'arsenal de gouvernance qui plaît à la bourse. Ce qu'on déplore, c'est que on regarde par exemple la BAVM, on voit qu'à la BAVM, on a énormément de filiales multinationales qui sont aussi présentes dans nos zones, mais qui sont cotées à la BAVM, mais qui ne sont pas cotées chez nous. Il y a quelqu'un qui parle là, je ne sais pas si c'est... Alors, je disais euh, que les entreprises, normalement, qui sont des multinationales, devraient pouvoir... Voilà. Je crois qu'il y a un micro qui est connecté là. Ça avait l'air Voilà. bizarre parce que ça avait l'air d'être son micro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est peut-être bon là. Je pense que c'est bon là. Donc, Oui, c'est bon. je disais qu'en général, plusieurs multinationales qui sont déjà présentes dans des marchés similaires pourraient très bien aussi arriver à la bourse ici chez nous. Et donc, elles remplissent tous les critères, ce qu'on appelle les critères d'admission. Donc, celle-là, il n'y a pas vraiment de travail, c'est une décision d'actionnaire à leur niveau pour décider d'aller à la bourse. Le travail qu'il y a à faire vraiment, c'est au niveau des PME ou des structures beaucoup moins organisées. Alors, nous, on l'a fait sur une opération. On est parti d'une entreprise euh, qui n'avait pas tous ces instruments. Donc, on a travaillé 18 mois et elle est arrivée à la bourse parce qu'il fallait la mettre à niveau. Et donc, on a encore beaucoup de challenges ici parce que culturellement, et il y a un travail aussi à faire, et c'est ce que fait d'ailleurs la COSIMA. Vous avez vu qu'on a retoiletté les textes. Les acteurs aujourd'hui se sont démultipliés. On fait beaucoup, l'objectif même de ces webinaires, c'est aussi d'augmenter la culture boursière et de bien présenter les avantages. Il y a beaucoup d'avantages d'aller à la bourse. Donc, pour m'arrêter là, je dis, la gouvernance est un critère essentiel, en résumé. Pour plaire à la bourse, il faut il faut avoir tous les instruments de gouvernance. Ce n'est pas un luxe, c'est parce que les investisseurs, quelqu'un peut être au Luxembourg, il peut être en Afrique du Sud, il peut être, je sais pas moi, au Tchad, il vous connaît pas. Donc, ce qu'il voit, c'est tout l'arsenal que vous avez autour de vous qui le rassure. En gros, c'est ça la gouvernance. Merci beaucoup, DG, pour tous ces insights sur la gouvernance. Et vous l'avez relevé, hein, donc il y a un chemin à parcourir pour se mettre à jour, pour avoir une gouvernance suffisamment attrayante pour des investisseurs, sachant que les investisseurs ne sont pas seulement des investisseurs au niveau local, mais également à l'international. Alors, la question qui pourrait se poser, c'est que aujourd'hui, on a des PME qui, on va dire, qui ont un taux de mortalité assez élevé et qui ont quand même accès au financement à des coûts beaucoup plus importants, on va dire, que des entreprises, on va dire, euh, plus- des grandes entreprises. Parce que, bon, pour la plupart, elles vont se financer auprès des microfinances où on sait quand même que le taux est assez élevé. Et même lorsque, elles ont accès au financement bancaire, les taux restent significatifs. Est-ce qu'on pourrait vraiment démontrer les avantages pour une PME de se mettre à jour au niveau gouvernance et pouvoir donc accéder à des financements pour permettre de se développer, on va dire, de la manière voulue, à des coûts, on va dire compétitif, c'est-à-dire que la bourse est un moyen clé de financement pour les PME qui gagneraient donc à s'arrimer aux pratiques de bonne gouvernance. La question est à l'endroit de Monsieur le DG de Elite Capital.
Monsieur Cédric Dallé. Oui, merci Valérie pour cette question qui est très pertinente. Comme l'a dit Serge-Éric tout à l'heure, la gouvernance est son ensemble de dispositifs, des dispositifs qui sont mis en place pour permettre d'assurer une gestion efficiente des ressources d'une entité, d'une entreprise, afin que celle-ci soit utilisée pour réaliser les objectifs pour lesquels la structure a été créée. Et à cet effet, pour ne pas revenir sur ce qu'il a dit, il a parlé des organes délibérants, c'est-à-dire le conseil et autres, et les organes exécutifs, où il a évoqué des directeurs généraux, les procédures mises en place et tous les procédés qui sont mis au quotidien pour renforcer la crédibilité d'une entreprise. Alors, les PME gagneraient beaucoup plus à déjà solidifier leur gouvernance. Au Cameroun, on en compte, l'économie est essentiellement basée sur les petites et moyennes entreprises qui sont pour la plupart informelles et qui arrivent quand même à générer un niveau d'activité assez élevé. On parle de ces entreprises qui sont pour la plupart des entreprises unipersonnelles, des entreprises familiales, qui, lorsqu'elles veulent déjà s'agrandir, s'ouvrir au monde, ont des contraintes de gouvernance. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre en place des procédures, des comités, un organe exécutif, un organe délibérant, des administrateurs indépendants, ainsi de suite, pour montrer déjà leur volonté de se conformer à cette transparence au niveau du marché. Maintenant, la réglementation COJUMAF en elle-même, un autre avantage, a mis en place récemment des fonds d'investissement alternatifs qui permettent aux sociétés de gestion qui auront l'agrément de pouvoir financer directement les PME qui en feront demande. Maintenant, cela est encore sujet à beaucoup d'études. Pour l'instant, nous n'avons pas encore sur le marché, parmi les 13 sociétés de gestion qui existent, nous n'avons pas encore de fonds d'investissement alternatifs. Mais on y travaille parce qu'effectivement, il y a plusieurs moyens pour les PME d'accéder au financement. Ça peut se faire soit en capital, et c'est là où les fonds d'investissement alternatifs interviennent. Elles vont prendre des participations dans ces PME, mais derrière, elles doivent se doter des dispositifs assez solides, comme des analystes crédits, des juristes spécialisés dans le recouvrement, des analystes financiers, des évaluateurs qui, eux, vont suivre au quotidien l'activité de ces PME et vont les guider justement dans le chemin de la gouvernance et aussi afin d'améliorer leurs activités. Donc, généralement, dans ces fonds, on dispose des personnes avec une expérience assez riche sur certains secteurs où les investissements seront orientés. Ça se pratique déjà sous d'autres cieux et dans des marchés un peu plus développés où les entreprises bénéficient directement d'un financement à travers des prises de participation de certaines sociétés d'investissement. Et les entreprises aussi peuvent accéder à un levier beaucoup plus efficace dans cette mesure où elles pourront lever, une fois elles seront sur le plan de la gouvernance vraiment avancées, elles pourront lever des fonds assez facilement sur les marchés et bénéficier de ces fonds-là pour faire des investissements qui vont être traduits plus tard par un retour sur investissement assez avancé. Donc, les avantages qu'il y a pour ces PME à avoir des systèmes de gouvernance vraiment solides et robustes, c'est déjà l'accès, l'avoir la confiance, premièrement, la confiance du marché. Deuxièmement, les investisseurs qui vont se bousculer pour pour grappiller des parts de ces entreprises. Pour la plupart, je vais prendre un cas simple. On a récemment entendu le PDG du groupe BGFI qui a annoncé que la banque allait entrer en bourse. À ce jour, l'opération n'est même pas encore montée, qu'on a déjà des clients qui se bousculent pour demander, mais est-ce que vous avez des infos? Comment on peut faire pour prendre part? Il en est de même pour la Commercial Bank Cameroun, qui aussi ambitionne entrer en bourse.
l'information n'est même pas encore totalement difficile. On a déjà des clients qui s'intéressent parce que en face, on a des systèmes de gouvernance qui ont déjà montré qu'ils sont efficaces à travers les rentabilités qui sont de ces banques-là sur le marché, qui sont connues et publiées, parce que l'information, une fois de plus, elle est disponible. On a eu le cas avec la SCGR, qui a été un succès, dont la IPO a été un succès. Donc, on essaye de comprendre que la gouvernance est un rôle, la gouvernance en elle-même, c'est une valeur ajoutée qualitative à l'image d'une entreprise. Parce que quand une entreprise est correctement dirigée, on voit vraiment que l'organe délibérant suit au quotidien les travaux de l'organe exécutif qui rend compte, qu'une entreprise fait régulièrement ses conseils, tient régulièrement ses comités. Cette entreprise attire la convoitise, donc elle suscite la confiance des investisseurs. Maintenant, au niveau local, déjà, aussi, il faut saluer aussi les efforts faits par nos dirigeants. Notamment, on a commencé à déclarer les impôts ici en ligne. Donc, ça fait partie des processus qui visent à, qui visent à rendre un peu transparentes certaines entreprises qui sont toujours, certes, dans le domaine de l'informel, même s'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais aussi, c'est de continuer à à former les administrateurs de ces sociétés, de ces PME. Déjà, c'est une bonne chose de mettre en place un gouvernement d'entreprise, mais c'est aussi bien de continuer à former les administrateurs pour qu'ils sachent ce qui se passe dans le secteur, pour qu'ils sachent quels sont leurs rôles en tant qu'administrateurs, est-ce qu'ils le font bien, c'est d'évaluer ces administrateurs, c'est d'évaluer ce comité de direction. Donc, une fois que tout cela est fait, ça contribue à renforcer la confiance de l'investisseur vis-à-vis de cette entité-là. Et aussi, vous savez qu'aujourd'hui, les notations qui sont faites du côté de l'émetteur maintenant, il y a des notations qui sont euh, généralement accordées par des agences de notation et aussi avec certains critères de convergence qui ont été édictés dernièrement par la commission bancaire. L'investisseur a une idée de la gouvernance, a une idée de certains ratios qui permettent de dire à quel niveau est-ce qu'il peut prendre un risque sur tel ou tel émetteur. Donc, c'est de dire que c'est un ensemble qui permet généralement de renforcer la confiance, d'accéder aux capitaux et une fois qu'on a accès aux capitaux, cela permet de créer facilement de la valeur et aussi d'augmenter la notoriété d'une entreprise ou d'un émetteur. Donc voilà pour cette question. Merci beaucoup DG. Donc, nous retenons que la gouvernance est un pilier fort et autant les PME les, que les grandes entreprises gagneraient à mettre en place justement un système ou un dispositif de bonne gouvernance approprié pour renforcer davantage la confiance des tiers. Et lorsqu'on parle des tiers, on ne parle plus seulement de la zone CEMAC, mais on parle également des acteurs internationaux. Aujourd'hui, la question est de savoir, euh, oui, dans plusieurs interventions, on a compris que euh, avoir une bonne gouvernance, avoir une bonne notoriété permet d'avoir une visibilité, non pas seulement en local, mais également au niveau international, puisque des personnes hors zone CEMAC ou hors continent même africain peuvent investir au niveau de la bourse. La question à deux volets. Premier volet, quel est pour vous le niveau, on va dire, de- d'intérêt ou d'intéressement par les acteurs nationaux et internationaux du marché financier de la zone CEMAC. Donc, voilà, à quel niveau se situe-t-on en termes voilà, d'intérêt? Et puis, point 2, quels sont donc les outils qui pourraient être mis en place pour promouvoir le marché financier en zone CEMAC auprès de ces acteurs, tant nationaux qu'internationaux? La question est adressée au directeur général Moukoko.
Juste avant qu'ils ne prennent la parole, nous rappelons que les questions sont à mettre donc dans le Q&A et elles seront adressées dans les 15 prochaines minutes. Merci. D'accord, merci beaucoup pour votre question. Bon, je pense que déjà le niveau d'intérêt est traduit par l'intérêt de la zone. La zone CEMAC enfin tout le monde sait que la zone CEMAC a un potentiel très fort qui n'est toujours pas exploité à son maximum aujourd'hui. Et on voit beaucoup d'intérêt de la part des acteurs nationaux et internationaux pour les ressources naturelles, euh, pour le développement des infrastructures, pour le capital humain. Je pense qu'on a fait central, on a quand même des personnes qui sont particulièrement intelligentes, qui brillent de cette intelligence-là dans d'autres zones du monde, dans d'autres pays. Donc, c'est une zone où le potentiel n'est pas encore développé à pleine capacité. Donc, il y a un intérêt marqué de la part des acteurs nationaux et internationaux. Euh, Maintenant, comment faire? Ben, tout dépend, et je pense que c'est ce qu'on avait dit durant la dernière conférence, tout dépend aussi de la vision de développement de cette zone-ci et de chacun des pays, mais aussi de l'exécution de cette vision du développement. Parce que bon, on peut avoir une vision, mais on n'arrive pas justement à l'exécuter. Euh, Tout dépend de l'exécution. Et en fait, n'oublions pas que le marché financier, c'est pas une fin en soi. Le marché financier, c'est un outil pour financer quelque chose. Donc, il faut que cette chose-là soit claire, soit qu'on ait la bonne information, encore une fois, sur ce qu'on veut faire de la zone, des pays de la zone, comment est-ce qu'on va le faire et qui aussi va faire. Une fois que ces éléments-là sont clairs, ça permet de rassurer les investisseurs parce que la symétrie d'information est réduite et ça permet de les attirer. Il y a ce qu'on appelle les non-deal roadshow. Donc, en fait, ce sont des, euh, c'est des roadshows qui sont organisés par les États, mais qui ne nécessitent pas forcément à ce qu'il y ait une transaction immédiate derrière. Enfin, c'est pas suspendu à une transaction. Parce que généralement, quand vous voulez lever des fonds à l'international, par exemple, vous allez voir des investisseurs internationaux à Paris, à Londres, aux États-Unis, je ne sais pas, et vous présentez en fait les caractéristiques de votre pays, vous présentez tout ce qui concerne le PIB, la croissance, l'inflation, la balance commerciale, les secteurs stratégiques, et vous dites clairement que vous avez besoin de financer votre budget sur tel nombre d'années, et les investisseurs vous accompagnent. Ça, c'est lorsque vous avez une transaction qui est en cours. Mais ce que certains pays font, c'est qu'ils font justement des non-deal roadshows où ils n'ont pas de transaction. Mais parce qu'il faut entretenir la communication avec les investisseurs internationaux, ils vont les voir. Bon, voilà la performance du pays sur les 3, 4 dernières années. Voilà ce qu'on envisage de faire. On aimerait bien maintenir notre partenariat. Bon, on n'a pas été content sur telle partie du financement parce que quand les taux ont augmenté, bref, c'est vraiment une discussion, c'est un échange au cours duquel l'État communique. On fait du marketing, en fait. C'est du marketing national, c'est du marketing politique aussi, c'est du marketing économique. Alors, ça, c'est vraiment la partie internationale. Mais même pour les nationaux ou bien pour les régionaux, l'investisseur réagit de la même manière. S'il a une information claire, il va investir. S'il y a de la transparence dans ce qui lui est présenté, il va investir. Donc, aujourd'hui, par rapport à votre question, le niveau d'intérêt, il est là. Le niveau d'intérêt, il est là lorsqu'on regarde notamment les emprunts obligataires qui ont été présentés. Vous avez tout de suite la réponse, hein. Lorsque le marché n'est pas, lorsqu'un investisseur, même s'il n'est pas totalement averti, lorsqu'il comment dire, lorsqu'il n'est pas technique, à partir du moment où il a une information selon laquelle tel pays ou tel pays a des problèmes, il risque d'avoir une crise économique, il y a une crise politique, il y a une crise militaire, on connaît pas très bien les fondamentaux économiques, on n'arrive pas à lever des fonds, on n'arrive pas à voir clairement où est-ce que le pays va aller. Il vous dit, ben non, je suis pas intéressé, je préfère aller financer un autre pays, ou bien je finance ce pays-là, mais sur le court terme uniquement. Donc, il y a un intérêt qui est là, mais comme on l'a dit lors de la dernière conférence,
on gagnerait à davantage clarifier nos visions, à mettre en place des politiques claires pour exécuter cette vision-là de développement, à faire du reporting économique, politique et financier de telle sorte à ce que les investisseurs comprennent et voient que l'utilisation des fonds qu'ils ont mis sur la table est effective. Donc, ça marche en même temps pour les nationaux, pour les régionaux et aussi pour les internationaux. Merci. Merci beaucoup, DG. Donc, on comprend que euh, les investisseurs, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux, en fait, ils réfléchissent de la même façon et tout ce qu'il faut, effectivement, c'est que le marché financier soit, on va dire quoi, plus dynamique. La question que je voudrais quand même poser, c'est si on peut faire une petite photographie du marché actuel, hein, en termes d'acteurs internationaux, je veux dire, d'investisseurs internationaux principalement, en termes d'investisseurs internationaux et d'acteurs internationaux également. Est-ce qu'on peut dire avec des chiffres, possiblement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment des investisseurs internationaux, même africains, hein, peut-être d'Afrique de l'Ouest, qui ont été intéressés à investir sur le marché financier zone CEMAC? Et qu'est-ce qui est donc mis en œuvre pour attirer ces internationaux en Afrique, peut-être sur les autres places boursières, ou en Europe et aux États-Unis? La question, c'est quels sont les axes stratégiques qui ont été mis en œuvre pour pouvoir donc faciliter ou encourager l'attrait des investisseurs de toutes ces autres zones pour la zone CEMAC. La question est adressée à Monsieur le directeur Axel Lionda. Et merci Valérie, merci. Alors, concernant les investisseurs, il faut revenir sur le fait que, vous savez, les investisseurs arrivent parce qu'il y a la confiance. Tout à l'heure, nous parlons de la gouvernance. Et vous savez, à l'époque, on disait que les entreprises de la CEMAC étaient mal gérées, que les personnes de la CEMAC ne savaient pas gérer les entreprises. Et de plus en plus, nous avons gagné en qualité. Les nouveaux managers ont appris à connaître que nous sommes dans un monde planétaire et que l'information circule. Aujourd'hui, pour être plus concret, vous savez, les deux premières opérations sur le marché n'étaient souscrites que par les investisseurs du Gabon et du Cameroun. Pourquoi? Parce que le marché était tout nouveau, il venait à peine de s'ouvrir, il était méconnu quasiment. Mais la culture financière dans les pays de la CEMAC, qui avait le Gabon et le Cameroun, qui avaient déjà une culture assez développée. D'où vous avez vu que même le marché a commencé, il y avait deux marchés, un de la CEMAC dont on va dire la capitale était au Gabon et un au Cameroun. Aujourd'hui, pour asseoir et attirer les investisseurs, nous avons d'abord commencé à instaurer une réglementation qui est, on va dire, ouverte. Aujourd'hui, nous permettons aux investisseurs internationaux de pouvoir venir sur notre marché. Actuellement, si vous faites un benchmark dans le monde, vous allez voir que la zone CEMAC se positionne avec des taux très attractifs. Et nous avons aujourd'hui quasiment un zéro risque de marché qui s'est passé sur notre marché. Nous n'avons pas de faillites, nous n'avons pas de non-remboursement dans les emprunts obligataires et nos sociétés qui sont sur le marché respectent leurs obligations et leurs engagements vis-à-vis du marché. Lorsqu'on vient sur le marché, on vend l'avenir. On présente notre passé, mais on vend l'avenir. On dit qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous souhaiterons faire, qu'est-ce que nous souhaitons faire dans le futur. Comment nous allons faire fructifier vos économies? C'est d'abord ça que l'on vend aux investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs internationaux cherchent les meilleurs rendements avec un risque le plus minimisé possible. Vous prenez la majorité des emprunts obligataires ou la majorité de l'ouverture de capital, on va dire d'une manière générale, en moyenne,
20% de ces titres sont pris par les non-résidents de la zone. L'ensemble des anciens, des récentes opérations sont captés à hauteur entre 10 et 20% en fonction de l'opération par des non-résidents. Vous allez voir, il y a des gens de l'Afrique de l'Ouest. On a des investisseurs qui reviennent de la France. On a des investisseurs qui viennent du Canada. On a des investisseurs qui viennent d'Afrique du Sud. On a des investisseurs. Donc, quand on voit la physionomie des investisseurs aujourd'hui, nous sommes bien loin des opérations qui ont été lancées en 2007, 2005, 2007, au début du marché. Pourquoi? Parce que notre régulation s'est arrimée aux standards internationaux. Le régulateur, aujourd'hui, fait partie des grands ensembles de tous les régulateurs du monde. Nous sommes membres de l'OICV et notre régulation a été mise à niveau pour épouser justement les standards que ces investisseurs-là souhaitent avoir. On a parlé tout à l'heure des gouvernances. Aujourd'hui, lorsque vous êtes une société de bourse, la COSUMAF apprécie votre gouvernance. Nous voulons voir qui sont les actionnaires de votre société. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont été condamnés, qui viennent juste, qui ont quitté une zone pour venir dans notre zone investir et qui vont faire la même chose? Nous apprécions la gouvernance à ce titre. Donc, l'Assemblée générale est regardée, donc les actionnaires. Nous veillons à la qualité du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration, parce que ce sont eux qui vont conduire la politique générale de l'entreprise. Nous veillons aussi à la qualité du directeur général. Vous savez, même lorsqu'on fait un emprunt obligataire ou lorsqu'on lance une opération de capital, la qualité du dirigeant est importante. Parce que parfois, il y a même des gens qui n'ont même pas confiance en une société, mais ils savent que ce monsieur a toujours bien géré. Il y a des personnes qui ont cette qualité d'être de très bons gérants. Et on leur fait confiance. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les taux sont plutôt rentables en zone CEMAC. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la qualité du dirigeant. La confiance envers le dirigeant, c'est pour faire le lien tout à l'heure avec la gouvernance. La qualité du dirigeant est importante pour asseoir la confiance. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui a ses économies, il peut mettre ça un peu partout. Mais en venant sur le marché financier, il a la possibilité d'avoir une rentabilité plus élevée que d'aller dans un compte bancaire. Mais pour cela, il faut qu'il soit son argent en sécurité. D'où les contrôles tout azimut de la COJUMAF. La COJUMAF opère des contrôles sur pièces et des contrôles sur place, aussi bien pour les acteurs du marché et pour les opérations du marché. Pour cela, nous voulons faire asseoir une dynamique de confiance et de protection de l'épargne qui choisit de s'investir dans nos zones. Nous devons être des pourvoyeurs des financements extérieurs qui cherchent à investir dans notre zone pour pouvoir développer notre zone. Le plus important, c'est le développement de notre zone. Comme je disais tout à l'heure, nous avons une communauté de destin. Dans la CEMAC, c'est une communauté de destin. Les chefs d'État ont fait leur part. Ils ont mis à côté des banques, des assurances, cet outil qui permet de capter directement l'investissement venu du public. On ne passe pas par une banque pour investir. On vient seul, on investit. Cet outil va permettre de capter des épargnes qui sont au fin fond dans les villages et qui vont revenir sur le marché financier. C'est la raison pour laquelle nous mettons toute une batterie de réglementation en place afin de rassurer l'investisseur, de dire que votre argent, on va en prendre soin. Nous allons vous donner toute l'information nécessaire pour vous permettre de rester dans votre investissement ou de chercher des investissements meilleurs dans la zone CEMAC. C'est ça le dispositif. Et tout ça, vous voyez, comme je vous ai dit, il faut voir la progression. Avant, on n'était qu'entre nous, investisseurs de la zone. De plus en plus, on est parti à 1%, à 2%, à 3%. Et aujourd'hui, vous allez voir l'opération SC gérée. Vous allez voir que les assureurs du Maroc, les assureurs du Sénégal ont pris des participations dans une entreprise, dans une grosse PME gabonaise. En venant sur le marché, cette société s'est ouverte au monde parce que la société a présenté les ambitions de la société, son développement, un plan
rationnel de développement. Et ça a rassuré les investisseurs internationaux qui sont venus prendre quasiment une grosse partie, sinon 40%. C'est pour vous dire, au fur et à mesure, notre dispositif réglementaire est étoffé. Tout à l'heure, le DG disait que la COSUMAF a upgrade son niveau de régulation. Cette régulation est, non là, est juste est là pour servir non seulement les intérêts et la rationalité de nos investisseurs CEMAC, mais aussi nos confrères, nos homologues, nos frères d'ailleurs, qui vont choisir d'apporter leur argent pour le développement de nos économies et donc de notre sous-région. Le dispositif que nous avons mis en place, c'est d'abord la réglementation, une réglementation forte au service de nos opérations, au service de nos systèmes financiers. Ensuite, nous veillons à la qualité des dirigeants des sociétés de bourse. Ce sont eux qui vont chercher justement les offres auprès des PME. Ce sont elles, en fait, ces sociétés de bourse qui vont, entre parenthèses, aller draguer les sociétés émettrices en disant que venez émettre sur notre marché. Nous allons sécuriser le système et nous allons permettre de permettre à ce que vous ayez de l'argent nécessaire pour justement, on va dire, satisfaire vos besoins de développement et votre ambition de financement de vos projets. C'est d'abord ça, la sécurisation. Sécuriser, mettre un système financier sécurisé va permettre aux gens qui sont ailleurs de pouvoir changer de paradigme en disant que la vie financière, c'est pas ceci en CEMAC. Vous voyez aujourd'hui, la BVMAC a créé son indice. C'est pour que nous soyons visibles, que nous existons auprès de ces grands investisseurs internationaux. Aujourd'hui, la CEMAC n'existe pas. Le tableau est simple. Au fur et à mesure, la CEMAC va exister. Et quand ils vont voir que nous avons des taux d'intérêt attractifs, nous avons un potentiel. En dehors du pétrole, des arachides, des matières premières, nous avons un potentiel financier énorme. Nous allons pouvoir drainer cette épargne qui se trouve dans les pays limitrophes, dans les pays internationaux, qui vont venir, qui vont choisir de venir investir en zone CEMAC. Et cet argent va permettre de développer notre communauté. Comme je vous ai dit, c'est une communauté de destin. Nous sommes obligés de réussir. On ne peut pas faire autrement. Et notre dispositif réglementaire doit être fort, avec des acteurs forts qui respectent la réglementation et qui vont pouvoir sécuriser justement et rassurer les investisseurs internationaux. Voilà. Merci Merci. beaucoup, merci vraiment beaucoup, Monsieur le Directeur, pour cette intervention. Donc, on comprend qu'il y a un dispositif réglementaire fort et que de plus en plus, les acteurs internationaux s'intéressent à notre zone. Nous allons passer à la phase des questions et nous allons commencer par la première, celle de Monsieur Arthur Nanangongan, qui demande pourquoi est-ce qu'on constate une absence de liquidité sur le marché actuellement? Pourquoi autant de titres sont en attente de vente sur le marché? Devons-nous être inquiets des défaillances communiquées par le Congo et la RCA? Donc, la parole à qui veut la prendre. Donc, il a posé une question à trois volets. Donc, un, pourquoi on constate une absence de liquidité sur le marché actuellement? Deux, pourquoi autant de titres sont en attente de vente sur le marché? Et trois, devons-nous être inquiets des défaillances communiquées par le Congo et la Bon, parole à qui veut la prendre dans le panel? Merci. Je pourrais répondre, hein, si vous voulez, ou si mes collègues m'autorisent. Alors, honneur aux aînés. voilà, sur la question sur l'absence de liquidité, effectivement, on a un marché qui n'est pas liquide parce que les investisseurs ont ce qu'on appelle, ils achètent des titres et les gardent. Donc, en fait, comme il y a très peu de titres et il y a très peu d'opportunités, les gens et donc, ils ont des positions de garde, ils n'ont pas des positions d'entrée et de sortie. Donc, ça fait qu'en gros, les titres ne sont pas liquides. Et aussi un problème de culture. Donc, pour qu'un titre soit liquide, il faut qu'il y ait un vendeur et un acheteur, hein. Donc, l'acheteur qui a acheté, il garde et il veut pas. Et de l'autre côté, il n'y a pas suffisamment de,
la culture, les gens n'ont pas la culture de boursicoter. Je pense que ça, c'est des particuliers qui veulent jouer à la bourse et qui voient la bourse comme des revenus additionnels ou des revenus complémentaires. Donc, euh, donc ça avait le volume de titres. Plus il y aura de titres cotés, plus la liquidité va s'améliorer. Et comme on a aujourd'hui, je pense, 6 ou 7 valeurs, donc c'est normal que la liquidité soit très basse. Donc, il faudrait qu'il y ait 15, 20 valeurs. À ce moment-là, ça va créer une dynamique, un écosystème qui va se fluidifier. Donc, l'autre question, c'était, je ne retrouve même plus la question dans la liste des questions. Ah, On dirait qu'elle a oui, sauté. elle est dans la partie répondue. Donc, l'autre question, c'était devons-nous être inquiets des défaillances Ah, voilà. communiquées par le Congo et Bon, la RCA? oui, alors, oui, ça, c'est principalement le marché de la dette. Effectivement, les chiffres sont les chiffres. On voit le Congo bon, qui est assez très endetté. Effectivement, ça préoccupe. On doit être préoccupé par la situation du Congo. D'ailleurs, ça a fait l'objet du sommet d'hier. Donc oui, c'est inquiétant. Il faudrait ramener ces pays-là vers l'orthodoxie de gestion du déficit budgétaire qui soit un peu plus, quand même, qui soit en ligne avec ce qu'on peut accepter dans la communauté. Parce qu'on peut pas avoir dans une communauté et puis il y a des pays qui vont à plus de 100% de dette sur PIB. Effectivement, ça préoccupe. Merci beaucoup, DG. Il y a une Euh, question euh, de Monsieur Bissou Noé qui dit justement dans la suite peut-être, hein, vous parlez de gouvernance et de risque. Quelles sont les garanties et voies de recours pour l'épargnant en cas de non-respect des engagements d'un organisme ayant émis des actions ou sollicité un emprunt obligataire? Voilà. Quelles sont ces garanties et quelles sont les voies de recours? Euh, euh, Valérie, si tu oui. permets, je peux apporter des éléments de réponse, mais permets-moi de faire juste un retour sur la dernière question qui s'est passée tout à l'heure, pour juste rappeler que tout à l'heure, je disais que nous sommes dans une communauté de destin. Notamment, vous savez, les communications à l'encontre du Congo, de la RCA. À mon sens, vous savez, nous sommes des pays en développement. Nous avons besoin de nous développer. Et le pilier de la dette est est une voie de développement. C'est vrai que pour des économies assez fragiles comme les nôtres, tout le monde crie. Quand sont les États-Unis qui vont à plus de 100% de leur dette, personne n'écrit. Le plus important n'est pas vraiment la hauteur de la dette, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette dette? Si nous nous endettons aujourd'hui, si vous vous endettez pour, euh, pour édifier votre entreprise qui va vous amener des revenus et que vous pouvez rembourser vos dettes, il n'y aura aucun problème. Mais si vous vous endettez pour aller acheter des champagnes en boîte de nuit, il y aura un problème. C'est ça en fait le but. Un État reste un État. Comme je vous disais, un État, c'est dans une communauté. Si aujourd'hui les chefs d'État se sont réunis, c'est justement pour voir la stratégie qu'ils peuvent mettre en place pour ne pas arriver à un risque important. Il faudrait que nos concitoyens, nos frères se mettent dans la tête que nous sommes une CEMAC. Quand nous sommes ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Et nous allons toujours nous attraper les uns les autres pour tirer la CEMAC vers le haut. Et les mécanismes pour embrayer sur la deuxième question qui est là, vous savez, quand on fait un emprunt obligataire, la première garantie, c'est d'abord l'information. L'information qui est donnée lors de l'offre qui est proposée au public. Nous disons à la COJIMAF, aux investisseurs, de toujours bien lire le document d'information qui est proposé. Le document d'information, en réalité, c'est le contrat que l'investisseur passe avec le marché, avec l'émetteur. Lorsque tout est dans le document d'information, vous avez la présentation de la société, vous avez qui dirige, qui tient les rênes de cette société, qu'est-ce que la société vend, qui est cette société et qu'est-ce que la société propose comme offre. Les garanties, c'est d'abord, un, un dispositif sécuritaire et un dispositif réglementaire qui permet
à chaque émetteur qui vient vous proposer une offre à faire une communication. Les assemblées générales sont publiées. Vous devez lire et suivre vous-même d'abord, vous qui êtes investisseur, vous devez suivre l'information qui est diffusée. La réglementation de la COJMAF impose aux sociétés émettrices une publication quasi tous les 3 mois. Vous veillez à l'évolution de la société. L'autre dispositif par rapport à un emprunt obligataire, c'est quoi? Il y a les obligataires peuvent se réunir en masse. La masse d'obligataires peut en réalité interroger le management d'une entreprise. L'autre dispositif qui est parfois utilisé, c'est l'ouverture d'un compte séquestre. Et la masse d'obligataires peut interroger la banque qui détient le compte séquestre pour voir les hauteurs d'alimentation de ce compte. Ça, d'abord, il faut le suivre. Ce sont les dispositifs que le marché a mis en place pour que les garanties données dans une opération financière soient respectées. Les voies de recours. Un, la COJUMAF a un pouvoir même euh, d'accompagner les investisseurs qui sont venus investir dans le marché financier. La COJUMAF a un pouvoir et on appelle ça de médiation lorsqu'il y a un conflit. Vous pouvez écrire à la COJUMAF et la COJUMAF va jouer les médiateurs entre cette société et vous-même lorsqu'il y a un conflit. Les voies de recours, en plus, le marché, ce n'est pas encore mis en place, mais le marché a prévu, la réglementation a prévu un dispositif pour pouvoir, en fait, accompagner les problèmes qui pourraient survenir dans le marché. Une faillite d'un émetteur. Ce sont les dispositifs de garantie du marché qui vont permettre d'accompagner justement ces personnes-là au cas où ça arriverait, lorsque toutes les grandes étapes de protection seront, on ne sait jamais. L'ultime étape, ce serait justement de pouvoir accompagner les investisseurs et pouvoir voir dans quelle mesure ces investisseurs peuvent rentrer dans leurs fonds. La COJUMAF accompagne l'investisseur dès le départ. Tout ce qui se passe sur le marché, la COJUMAF accompagne l'investisseur. La COJUMAF veille à ce que la qualité de l'information soit mise à la disposition de l'émetteur afin que lui-même, il puisse prendre sa décision d'investir en toute connaissance de cause. C'est un peu comme vous partez acheter n'importe quoi. Il faudrait que le prix soit affiché. Ce n'est pas arriver à la caisse quand on vous dit que voici le prix. C'est quand le prix est affiché que vous vous rendez compte que dans ma poche, j'ai 100 francs et je ne peux qu'acheter un produit qui coûte maximum 100 francs. Et nous veillons à ce que cette information soit la plus démocratique et la plus compréhensive et complète possible. Et chaque investisseur, nous invitons chaque investisseur à bien lire les documents. Et lorsqu'on rentre sur le marché, on est la personne qui décide d'investir. Et nous devons contrôler et suivre la qualité de notre investissement. C'est ce qu'on appelle aussi la responsabilité. Il ne faut pas que les investisseurs pensent que la première responsabilité, c'est aux autorités de marché. La première responsabilité revient d'abord à l'investisseur. Les autorités de marché mettront toujours tout en œuvre pour mettre à la disposition de cet investisseur toute l'information nécessaire. Parce que l'information sur le marché, c'est la matière première qui permet justement de continuer à investir ou de changer d'investissement ou de vendre son investissement. Voilà. Alors, je voudrais, si vous permettez, je vais quand même dire concernant la réponse de M. Léon sur l'endettement. Le critère, effectivement, quand on pense, ce n'est pas, il a raison, il ne peut pas juste regarder le niveau de dette sur PIB. Euh, Ce qui est important, c'est l'épargne, le niveau d'épargne qui circule. Le problème qu'on a, et on le voit dans un pays comme le Japon, c'est le pays le plus endetté du monde, ils ont 260%, je pense, de dette sur le PIB, plus. Et ça n'a stressé personne dans le monde. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu un défaut sur un bon du Trésor, une obligation du Trésor japonais. Je pense que l'obligation du Trésor japonais à 10 ans est aux alentours de moins d'un et demi, 1,5. Alors que nous, si on émet une obligation à 5, 7 ans, ou même le Congo, on va arriver à des taux qui sont assez importants. Donc, ça veut dire pourquoi le Japon, qui est le plus endetté, ne stresse pas la communauté? Parce que c'est le pays qui a le plus d'épargne collective. Donc, tout le monde tout le monde a de l'épargne et les banques ont des niveaux d'épargne très importants. Donc, ce qui est important quand on regarde la dette, c'est quelle est votre capacité de remboursement
Et quand on dit que c'est préoccupant, c'est parce que on atteint la limite sur plusieurs volets, sur la dette, sur la capacité de remboursement, sur la capacité d'augmenter les impôts, etc. Donc voilà pourquoi c'est un peu préoccupant. Donc ce n'est pas juste un seul critère qui rentre. Merci beaucoup, DG, pour cette précision. Alors, on a Monsieur Valérie, Longchi. si tu permets, je vais juste Mhm. rajouter, c'est vrai que tout a été dit, hein, vraiment, et ça a été dit de façon claire, mais il faut rajouter un paramètre qui est très important. C'est que l'investissement en bourse n'est pas différent de l'investissement classique tout court. Investir, c'est la formation, l'investissement, c'est la formation brute du capital fixe. C'est-à-dire que quand vous achetez des actions d'une entreprise, il faut d'abord comprendre que vous croyez au projet de cette entreprise. Vous croyez à ce qu'on vous a vendu. Tout comme quand vous décidez de créer votre propre entreprise, c'est parce qu'en face, vous avez vu une opportunité de marché qui s'est présentée. Alors, ce que le directeur de la COSUMAF expliquait tout à l'heure, c'est que les mécanismes qui sont mis en place pour suivre son investissement, vous avez un déjà, vous pouvez suivre la cotation de la valeur à la bourse qui est affichée vraiment sur le site de la bourse. Et en plus de ça, vous avez un droit de regard à travers la participation aux assemblées générales de cette entreprise où on doit vous envoyer des rapports de gestion qui sont communiqués aux actionnaires. Et en plus de ça, le règlement, de façon plus globale, le droit comptable au OHADA, même en cas de liquidation d'une entreprise, permet sur le, je crois que c'est le droit relatif, le droit des sûretés, si mes souvenirs sont exacts, permet de dégager une échelle de désintéressement des personnes ayant mis des, des sous dans une entreprise. Je pense que ça part des, des, des créanciers, des débiteurs et des débiteurs en termes de prêts, dont les banques, les obligataires et autres, les créanciers, autant pour moi. Et les actionnaires sont remboursés en dernier s'il y a un reste après l'avoir liquidé l'entreprise. Donc, c'est pour dire que l'investissement en bourse, dans une société cotée, c'est le même principe. Suivre son investissement, quand il y a une information qui ne paraît pas pertinente sur le plan de la gestion, il peut faire des demandes en tant qu'actionnaire. Il adresse sa demande au conseil d'administration. On revient encore sur la gouvernance. Et derrière, c'est toujours mieux de suivre ses investissements sur le plan, que ce soit sur le plan qualitatif et quantitatif. Et pour revenir sur la question du Congo et de la RCA, le, Arthur a dit que c'était des défaillances communiquées. Maintenant, il faut faire très attention avec la terminologie utilisée, parce que quand on parle de défaillance, ça voudrait dire que, en réalité, le Congo n'a pas pu rembourser, ou la RCA n'a pas pu rembourser à une échéance. Pour le Congo, je parle de ce cas parce que je le connais un peu particulièrement. Le Congo est entré dans un plan national d'optimisation de la trésorerie. Ils ont constaté que sur l'année 2025, il devait avoir beaucoup de remboursements et les années qui allaient suivre allaient être un peu plus libres. Donc, le programme a consisté à lisser les remboursements sur ces années-là, de telle sorte que ça puisse alléger la charge d'endettement du service de la dette de cet État. Donc, il ne s'agit pas d'une défaillance, vu que les remboursements ont tous été faits jusqu'ici. Il n'y a pas eu de défaut, mais il y a eu un lissage de ces créances-là, de ces dettes vis-à-vis des investisseurs. Merci. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup pour ces précisions à l'endroit de nos internautes. Donc, nous, je suggère qu'on revoie un peu la question de Monsieur Lonchi relative à la consultation en ligne. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est résident en France, d'origine camerounaise, et il a fait des investissements sur le marché en passant par une société de bourse agréée par la COSUMAF et qui a déjà une certaine ancienneté.
mais que pour le moment, il n'arrive pas à consulter, quand il le souhaite, la valeur de ces titres, ni même les intérêts perçus. Donc, il fait une comparaison avec l'Afrique de l'Ouest où cela est possible. Il renforce donc la confiance. Donc, il demande clairement aux sociétés de bourse, est-ce qu'il y a la possibilité de proposer pour les sociétés de bourse, c'est de proposer des espaces en ligne pour davantage voilà, accroître la confiance de ceux qui sont passés par ces sociétés de bourse-là pour investir sur le marché. Valérie, Oui, je vais laisser les sociétés de bourse répondre. Mais je voulais rassurer donc, notre compatriote qui vit en France qu'il y a un dispositif réglementaire qui impose aux sociétés de bourse de communiquer sur les portefeuilles des clients. Ça, c'est déjà la réglementation. Il faut qu'il sache que si il a écrit une société de bourse et qu'il n'a jusqu'à présent, il n'a pas de réponse sur son portefeuille ou le suivi de son portefeuille, il peut saisir la COJUMAF. Il peut écrire la société de bourse, il peut écrire à sa société de bourse en mettant en copie la COJIMA qui va s'auto-saisir. Parce que c'est un dispositif réglementaire et toutes les sociétés de bourse doivent respecter la réglementation du marché par ailleurs. Ça, c'est un premier point. Je vais laisser les sociétés de bourse parce qu'après, maintenant, c'est chacun qui développe un dispositif, qui développe sa relation client. Et je voulais quand même, avant qu'on ne finisse, puisque la question n'est pas évoquée, rappeler que il y a les obligations également de respect de tout ce qui concerne le LBFT, le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et le financement de la prolifération, qui est un dispositif important que la COJIMAF a mis en place pour justement respecter les règles internationales qui veulent qu'une société de bourse, avant de rentrer en contact avec en relation client avec un contact, en contact avec un client, puisse connaître le client. La relation clientèle ne peut se faire que lorsque la société de bourse a pu mettre en place le KYC afin de pouvoir connaître son client et pouvoir juger ou connaître la provenance des fonds qui viendraient s'investir sur le marché financier. L'autre chose que je voulais dire concernant la liquidité, il faudrait aussi rappeler que les chefs d'État ont décidé de mettre sur le marché financier un certain nombre de sociétés euh, où l'État a des participations. Ce dispositif va peut-être permettre et certainement permettre d'augmenter l'offre de titres et qui va permettre à ce que vous savez, nos titres sont tellement attractifs que quand les gens détiennent ces titres, ils ne veulent plus les vendre. Parce que nous avons une culture de rentier dans notre sous-région. Quand on a quelque chose, on ne veut plus le vendre parce que c'est rentable, nos titres. Nos titres sont d'une manière générale rentables. Et pour qu'il y ait la liquidité sur le marché, il faudrait que les gens vendent et que les autres achètent. Donc, en étoffant l'offre de titres avec ce que les sociétés, les États vont mettre sur le marché, comme la publication qui a été donnée tout à l'heure du président du groupe BGFI, c'est quelque chose, vous voyez, ça attire déjà les nouvelles personnes qui veulent venir. Mais pour que les gens vendent et que les gens achètent, il faudrait que l'information soit disponible. C'est pour cela que la réglementation impose que cette information soit donnée régulièrement ou journalièrement. Toute information permanente ou occasionnelle doit être communiquée au public. Voilà la parenthèse que je voulais faire et je vais donc laisser les sociétés de bourse pour voir quels sont les dispositifs qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils proposent aujourd'hui à leurs clients, notamment ceux qui sont à l'extérieur. Valérie, oui. je Donc, vais prendre la parole. Oui, euh, vas-y. ok, d'accord. En fait, par rapport à cette question, hein, c'est juste pour préciser que on évolue dans la manière de communiquer aussi avec nos clients. Et effectivement, chaque société de bourse a son dispositif de communication. Mais le B à bas, c'est que lorsque vous demandez des éléments, des informations sur votre compte titre, vous avez un relevé de compte titre qui vous est transmis, qui est censé vous présenter l'état de votre portefeuille, les rendements attendus, les tombées, vraiment tous les détails possibles pour que vous ayez la pleine information sur de comment se développe votre portefeuille. Ça, c'est vraiment le B à bas, que ce soit sur papier ou bien sur Excel.
Euh, c'est ce qui doit vous être présenté. Alors, il est vrai que certaines sociétés de bourse aujourd'hui font le pas de la digitalisation. Après, ça dépend à chacun hein, de pouvoir assurer cette communication-là par les canaux digitaux. Bon, je sais qu'ici à la Société Générale, on a des projets de le faire, mais vu que c'était le cas pour les groupes bancaires, c'est que en fait ces services-là sont intégrés à d'autres services bancaires également, en tout cas au moins sur le plan digital, ce qui fait que ça peut être moins flexible qu'un indépendant. Mais encore une fois, le B.A.-ba, c'est que vous puissiez, lorsque vous demandez ces informations-là, que votre contact au niveau de la société de bourse vous les envoie sur le format que j'ai présenté tout à l'heure. Et ça également, c'est encadré par la CODIMA. C'est lui que je te laisse la parole. Merci Jean-Jacques. Et pour assurer le participant qui a posé la question, sur le marché actuellement, les relevés pour les sociétés de gestion, ce qui est fait, c'est que déjà chaque vendredi, nous calculons les valeurs liquidatives de nos fonds et nous les communiquons aux régulateurs. Et ce que nous, on avait l'habitude de faire, c'est qu'une fois que ces valeurs liquidatives sont calculées, nous mettons à jour les relevés de portefeuille de nos clients et nous transmettons aux clients la valeur prise par leur portefeuille ce vendredi-là. Sauf que le retour que nous, on a eu de nos clients, c'était que vraiment ces valeurs-là étaient, puisqu'on envoyait les valeurs chaque vendredi aux clients, certains clients se sont plaints en disant ça fait beaucoup trop d'informations, chaque vendredi on a un relevé. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est au moins de partir sur une base mensuelle. C'est-à-dire, chaque mois, on communique les relevés aux clients avec les plus-values de leur portefeuille, les mouvements de souscription et de rachat qui ont été observés dans leur historique, ainsi que la valorisation à la date, la valorisation de leur portefeuille à la date du calcul de la l'AVL. Donc, ces éléments sont vraiment mis à jour quotidiennement et transmis aux clients. Et pour les clients qui font des opérations sur la semaine ou sur le mois, on met aussi également à jour leur relevé après chaque mouvement. Ça peut être après une souscription ou après un rachat. C'est ce qui est fait pour les sociétés de gestion. Maintenant, sur le plan de la digitalisation, il y a des outils, il y a des projets, je parle au nom de peut-être toutes les sociétés de gestion, vu que je suis le secrétaire général de l'association des sociétés de gestion de la CEMAC. Au moins 90% de nos membres sont en train de mettre en place des solutions digitales qui permettront à leurs clients d'aller sur des plateformes directement afin de consulter la position de leur portefeuille. Aujourd'hui, ça se fait encore manuellement par des envois mail où, après avoir envoyé le relevé au client, on envoie également le, le, si vous voulez, le narratif des positions prises, ainsi que avec des éléments déterminant la sensibilité et la duration moyenne du portefeuille. On rappelle un peu l'objectif du fonds avec la politique d'investissement et on fait une partie d'actualité économique. Je pense que toutes les sociétés de gestion le font pour leurs clients. Les sociétés de bourse également, elles envoient régulièrement leurs relevés parce que nous, les sociétés de gestion, sommes également clients chez les sociétés de bourse où nous faisons des participations, des prises de position sur certains titres qui sont émis. Et ces fonds-là sont logés. Ils nous envoient généralement des relevés chaque fin de mois qui nous retracent un peu l'historique des positions prises, que ce soit en titre ou en espèces. Donc, je peux rassurer l'interlocuteur que l'information est disponible et qu'elle est transmise normalement au moins une fois par mois. Et le règlement COSUMAP, je pense que cette information doit être transmise au moins une fois par semestre. Donc, c'est pour dire que le marché suit la tendance. Merci beaucoup, DG. Comme nous arrivons à la fin, je suggère que le DG Nana veut répondre à la question de Siméon et Baudet. Donc, pour les autres internautes qui ont posé des questions, vos questions sont bien enregistrées, ont, ont ou vont être lues. Ce que je vais vous suggérer, c'est de les mettre dans le chat annonçant l'événement
pour que les réponses soient apportées voilà, sur LinkedIn par la suite. Donc, le directeur, Monsieur Nana, voudrait répondre à la question de Monsieur Eboué sur la surface, quelle est la surface de masse d'ouvrage, d'affaires, de sujets financiers pouvant intéresser toutes les formes d'investisseurs et en clair, en termes de pertinence des activités à financer, sur quoi peut reposer un investisseur pour placer ses fonds. Et là, il parle au regard des informations structurelles et même structurantes, telles que le document du PR sur la croissance à échéance 2035, dans une spectrographie pratique réelle de 2025 à 2035, voilà, sur les plans quinquennaux. Donc, voilà, sa question à double volet. Donc, Monsieur le DG Nana. Je suis pas sûr que j'ai bien compris la question. Peut-être quelqu'un d'autre peut répondre parce que là, je comprends pas exactement. Peut-être que je la lis, je la vois pas. Ah, ok, parce qu'en fait, c'est écrit sur le chat que vous voulez répondre à la question. Ah bon? Ah non, non, Donc, c'est vous avez peut-être dû, c'est pour ça que je me peut-être suis par dit, bon, erreur. Ouais, 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 ouais. Parce que j'ai pas bien compris. La question ah, se ok. trouve où? Simon et Baudet, 1h, 13h15. 13h15, Simon et Baudé. Voilà. Et Oui, ça s'affiche là voilà. comme si Ouais, vous elle est vouliez là, ouais. répondre voilà, à Ah la bon? question. Ok. Oui, Le document du PR. PR, c'est du président de la République. La oui, croissance oui. du science de l'étranger dans un spectorat. Non, la question est un peu trop compliquée pour moi. Moi, peut-être, je crois que Jean-Jacques, il est plus intelligent que moi. Il peut prendre celle-là. C'est dommage. Mais bon, bon, ce que moi je comprends, hein, c'est peut-être quelles sont les pistes d'investissement qui sont aussi en ligne peut-être avec la, bon, il parle du document du PR, mais je pense que c'est plus la SND 30, donc la Stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Euh, alors, moi, ce que j'aurais dit, hein, c'est que quand on parlait tout à l'heure de la vision, la SND 30 au Cameroun présente clairement la vision de développement du pays, donc c'est en tout cas ce qui est vu. Après, la problématique dans la planification, c'est aussi l'exécution. Mais la SND 30 dit une chose qui est claire, c'est que on constate que sur les 15 dernières années, si je me trompe pas, il y a eu beaucoup plus d'exportation de matières premières vers les pays occidentaux, asiatiques et autres, euh, et moins de manufacturing, donc de fabrication de produits. C'est-à-dire que on a beaucoup plus fait sortir la valeur des matières premières et le pays n'a pas bénéficié de la production industrielle qui s'en est suivie, puisque on fait sortir de la matière première, ce sont les autres pays qui produisent des produits finis et ils nous les revendent. Donc, la SND 30 donc, a mis l'accent sur le secteur notamment agricole. Euh, c'est de là qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui la politique d'import-substitution. Et pour accompagner tout ça, il faut des infrastructures autour, donc énergie en priorité, transport, après industrie lourde. Donc, si vous voulez peut-être savoir des secteurs sur lesquels il faut investir, et ce que nous on pousse aussi hein, au niveau de non seulement de l'association des socios de bourse, mais aussi au niveau des acteurs, c'est que les politiques, enfin le marché financier puisse accompagner ces stratégies nationales de développement de plusieurs manières. Donc, les États peuvent mobiliser les emprunts obligataires pour financer justement ces plans de développement-là. On peut avoir, à travers les structures qui exécutent ces plans de développement, que ce soit des entreprises publiques, privées ou des partenaires publics-privés, avoir de la mobilisation de fonds sur le marché également, et de plusieurs manières. Ça peut être emprunt obligataire, ça peut être des fonds d'investissement alternatifs. Il y a deux premiers fonds d'investissement alternatifs qui ont été lancés par Financière Capital. Et ceux-là sont concentrés vraiment sur l'immobilier. Mais quand vous regardez, c'est toujours la même stratégie. Parce que ce qui dit immobilier dit aussi infrastructure.
Donc voilà, s'il y a des papiers ou bien des instruments sur lesquels il faut investir, c'est ceux-là, notamment les fonds d'investissement alternatifs. Euh, Après, l'investissement, bon, nous, les acteurs, ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser les émetteurs privés ou publics à venir sur le marché. Bon, bien entendu, de l'autre côté, on stimule également les investisseurs, eux aussi, à accompagner, parce que s'il y a des émetteurs qui n'ont pas d'investisseurs, ben, le marché ne fonctionne pas. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que je vois. Je sais pas si j'ai vraiment bien compris la question, mais voilà un peu ma réponse sur le point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DG. Donc, Oui. pour les autres questions, je vais simplement vous demander de les mettre dans le chat. Il y avait des questions à l'attention directement de Financial Capital, d'autres à l'attention directe du responsable, du directeur de la COSUMAF. Donc, voilà, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette session. Donc, vous êtes invités à poser vos questions dans le chat sur LinkedIn. Ah, je me suis rendu compte que la caméra avait été désactivée, désolée. C'est un problème de manipulation. Donc, voilà, Shaima, je ne sais pas si tu es là. Donc, chers panélistes, je vous remercie une fois de plus. Et tous les autres internautes, vous êtes priés vraiment de ne pas hésiter à poser vos questions directement sur la page LinkedIn. Merci. Merci beaucoup Valérie. Je remercie tous nos panélistes et les participants qui ont posé leurs questions et qui ont interagi avec les speakers. Alors, comme Valérie a expliqué, il s'agit d'une série de webconférences et l'objectif est de répondre justement à toutes vos questions. Donc, on espère déjà avoir apporté des réponses dans cette session et il y aurait plusieurs autres sessions, plusieurs autres éditions où on va traiter toutes les questions posées. Alors, moi, je vous donne rendez-vous demain pour un Consumer Focus sur le Tchad avec le sujet la finance islamique, enjeux et impact dans les économies de la zone CEMAC. Donc, espérons vous avoir nombreux demain et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, Shaina. Au Merci beaucoup. revoir. Au revoir. Merci, merci à vous. Au revoir. Merci, Valérie, Shaina. merci, Merci à merci. C'était tous. très bien. Merci, merci beaucoup. OK.